Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Madame Anne-Marie Fall. Anne-Marie Fall est directeur exécutif de la plateforme nationale des organisations de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. Merci Madame Fall d'avoir accepté notre invitation. Le PENOA a été mis en place tout récemment. Pourquoi la mise en place du PENOA? Bien, tout simplement parce que des femmes dirigeantes de petites entreprises avaient du mal à accéder au crédit pour développer leur entreprise. Il est bien vrai qu'il existe au Sénégal le microcrédit, mais ça n'aidait pas à résoudre les problèmes de production. Elles se sont rencontrées. Je précise qu'au départ, c'était une initiative de femmes et de jeunes gens, et jeunes femmes également de moins de 35 ans. Mais petit à petit, on a ouvert. Et après 4 mois de réflexion sur les statuts, sur les missions que nous voulions donner à notre entente, à notre mutualisation, nous avons décidé de mettre en place une société coopérative, tout simplement parce que c'était la forme d'entreprise la plus souple qui permettait de mutualiser nos efforts et nos avoirs. Quelles sont les missions de cette organisation? Au départ, donc, comme je le disais, c'était un problème de crédit, mais nous nous sommes rendus compte que ça ne réglait pas le problème, d'où l'objectif d'avoir renforcé les capacités de nos membres dans les filières de production, mais également dans la gestion et le management des entreprises. Puis, nous nous sommes dit, sans standardisation, sans normes, nous ne pouvions aspirer à faire de la qualité. Donc, il s'agit maintenant d'aller vers des normes d'hygiène et dans les normes de qualité, avec les normes ISO. Puis, en chemin faisant, nous avons pensé également qu'il fallait assurer la pérennité de nos entreprises. Et cette pérennité ne pouvait être assurée qu'avec une relève, soit par cession, soit par succession. Et c'est pourquoi nous ambitionnons d'intégrer nos enfants, d'intégrer beaucoup de jeunes dans nos entreprises pour créer de l'emploi d'abord, mais également pour les sédentariser au Sénégal. Parce qu'on sait qu'actuellement, les jeunes sont tentés par l'immigration, dont l'immigration clandestine. Il y a une grande difficulté au Sénégal d'accès au crédit. D'abord pour tout le monde, Oui. a fortiori pour les femmes. Comment allez-vous faire pour qu'ils puissent accéder au crédit plus facilement? Justement, nous avons décidé donc de mutualiser nos avoirs et nos forces. Il s'agit donc là d'appeler le maximum de sociétaires, de partenaires, de membres. Donc chacun de nous doit souscrire à des parts sociales. Dans une société coopérative, on parle de parts sociales. Et pour ce faire, chacun peut en acheter une ou plusieurs. Mais de toute manière, nous sommes tous égaux en droit dans cette société. Ce n'est pas parce qu'on aura acheté 10 parts sociales qu'on aura plus de parts à l'intérieur de l'entreprise. Non, c'est tout simplement que nous avons voulu fédérer nos efforts pour être des cautions solidaires, chacun est caution solidaire de l'autre. Donc l'accès au crédit ne pose pas de problème. À partir du moment où nous portons caution des autres, les banques ont confiance. Donc avec un capital social, les souscriptions servent de capital social qui sont déposées en banque. Et c'est ça qui permet de garantir, de cautionner le crédit. Mais justement, les banques demandent souvent des garanties auxquelles n'ont pas accès la plupart des jeunes Sénégalais, à fortiori les femmes. Le fonds Égypte et le fonds 6 avaient été mis en place par le nouveau pouvoir pour garantir l'accès à ces crédits. Mais de plus en plus, des voix se lèvent pour dire que même la mise en place de ces instruments ne permet pas souvent aux femmes d'accéder au crédit. Non, c'est possible, hein, mais dans notre démarche, nous avons été accompagnés par des cabinets et ces cabinets avaient réussi à décrocher auprès des banques des crédits. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne l'exemple de la Fédération des marieurs, de la Fédération des bouchers, des boulangers, qui ont été encadrés et justement parce qu'ils ont mutualisé leurs forces et leurs souscriptions, ils ont pu avoir accès au crédit. Et ce sera beaucoup plus facile cette fois parce que nous allons assurer une formation pour nos sociétaires, pour nos membres. Nous allons les encadrer dans le processus et ils pourront commercialiser. Nous allons mettre aussi en place des réseaux de distribution. En fait, les chaînes de valeur qui vont aller de la production à la transformation, au conditionnement jusqu'à la distribution. Et nous allons acheter entre nous, nous allons commercer entre nous. C'est ça l'avantage, ce qui fait que pour une banque,
il n'y a pas mieux. Par exemple, là, nous comptons sur un potentiel de 78 000 membres. 78 000 membres qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative, c'est rassurant pour une banque. Mais est-ce que d'abord il y a une cotisation que doivent faire les femmes pour mettre en place le capital? C'est combien? Justement, c'est 5. Pour avoir une part sociale dans notre société coopérative, il faut mettre sur la table 50 000 francs minimum. Si vous voulez acheter 1, 2, 3, voire 4 parts sociales, c'est à votre. Mais cela ne vous donne pas plus de droits que les autres sociétaires. Mais jusqu'à quel montant les banques ou bien les microcrédits peuvent vous prêter? On nous a dit par exemple qu'une des, je ne veux pas dire laquelle, mais une des fédérations a pu obtenir avec 5 millions de capital social une convention de 3 milliards. Donc c'est dire que la banque, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des clients, mais des clients sûrs. Et comment faire pour qu'ils soient sûrs? C'est de leur assurer une formation, de les encadrer, de monter, d'analyser, d'évaluer et de gérer leur projet, de les encadrer pour gérer leur projet. Mais cela n'empêche pas certains de dire que les taux pratiqués par les banques sont exorbitants, même pour les microcrédits. Justement, à 15%. Oui, dans notre cas, nous allons avoir des tarifs préférentiels. Je ne veux pas m'avancer, mais ce sera en deçà, beaucoup moins que le microcrédit, mais même en deçà du crédit courant dans les banques classiques. Parce qu'il y a la garantie. Par exemple on nous aurait dit entre 5 et 8%. C'est encore cher. Ah non, pour un crédit, ça dépend de ce qu'on veut faire de ce crédit. Tout dépend de la durée, tout dépend du nombre que nous sommes, du nombre de souscripteurs que nous sommes. Donc, nous pouvons négocier, c'est-à-dire plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons négocier un taux bas. Oui. Vous travaillez dans l'agriculture. Au Sénégal, on parle beaucoup d'agriculture comme étant l'un des piliers du plan Sénégal émergent. Quels sont les secteurs dans l'agriculture, parce que c'est vaste, dans lesquels vous voulez travailler? Nous sommes ouverts à tous les secteurs de l'agriculture. Quand on parle d'agriculture, on parle de l'agriculture avec un grand A. C'est-à-dire qu'il y a l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture, l'élevage, l'aquaculture, l'agroforesterie, etc. Donc c'est vraiment l'agriculture au sens large. Et dans cette agriculture au sens large, le gros problème qui se pose au Sénégal, c'est l'accès au foncier. On voit que dans le monde rural, les femmes ont souvent des difficultés d'accéder à la terre parce que c'est monopolisé par les hommes. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour que les femmes qui travaillent dans ce secteur puissent avoir accès à la terre? Nous n'avons pas attendu de monter la PNOA pour déjà frapper aux portes des autorités locales. Et nous avons eu la chance d'avoir, lors de l'Assemblée générale, M. Alelo, qui a fait un plaidoyer très fort en faveur des femmes. Je pense que déjà le gouvernement est en train d'étudier les possibilités pour que les femmes puissent avoir accès à la terre. Mais comme on dit, pour avoir quelque chose, il faut, je le dirais en Wolof, il faudra qu'on puisse avoir accès à la terre et par tous les moyens. Et comment? Comment? Nous irons frapper aux portes qu'il faut. Est-ce qu'il y a une manifestation ou bien des groupes de pression que vous allez mettre en place pour qu'on libère plus de terre? C'est ce à quoi sert cette coopérative. C'est ce à quoi sert cette coopérative. C'est une force de proposition, une force de plaidoyer. Nous avons déjà commencé, lors de la préparation de cette Assemblée générale constitutive, à faire le tour des autorités. On a fait le secteur public, le secteur privé, la société civile, et nous avons rencontré un engouement, d'ailleurs qui nous a beaucoup surpris, parce que nous pensions qu'étant des femmes, peut-être que les gens seraient un peu réticents, mais pas du tout. Nous avons pu avoir l'oreille, l'écoute de tous ceux qui peuvent nous accompagner. Même ce matin, nous étions, par exemple, à la mairie de Dakar. Oui, mais le gros problème au Sénégal pour l'agriculture, surtout pour les femmes, c'est la transformation, la commercialisation de ce qui est fait. Parce que le constat est que les gens produisent, mais la plupart des productions sont exportées. À titre d'exemple, aujourd'hui à Mbour, où il y a beaucoup de manguiers qui sont là-bas, où le Sénégal aurait pu faire là-bas, transformer les mangues sur place, aucune infrastructure industrielle n'est mise en place. En fait, ça va arriver petit à petit. Ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que les gens ne transformaient pas. Ils préféraient tout. Il n'y avait pas de valeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons mettre en place des chaînes de valeur. Ce qui vont permettre aux Sénégalais de produire, de vendre sur place, mais aussi d'exporter. Parce que c'est les exportations qui apportent des devises.
Et le Sénégal a besoin de ces devises. Mais par quel levier allez-vous mettre en place des industries de transformation? Nous allons justement mettre en place ce que nous avons prévu justement dans cet accès aux nouvelles technologies de production et de transformation. C'est mettre en place des plateformes mutualisées dans toutes les régions du Sénégal qui permettent aux groupements, aux GIE, aux entreprises individuelles ou aux SARL d'aller produire sur place. Tout à l'heure, je vous parlais de standardisation. Nous aurons un équipement performant avec une planification de l'utilisation de ces plateformes, ce qui permet à ce qu'on ait un produit uniforme pour tous. Et pour la commercialisation, parce qu'on sait que les Sénégalais préfèrent souvent consommer ce qui vient de l'extérieur que de consommer ce qui est fait localement. Vous savez, de plus en plus les Sénégalais achètent les produits locaux. Seulement, le problème qu'il y avait, c'était ce problème d'hygiène, parce que tout le monde ne faisait pas attention à l'hygiène et tout le monde ne faisait pas attention à la standardisation. Avec la PENOA, nous nous attellerons à faire cela d'abord avant d'avoir accès au financement. C'est-à-dire produire de la même manière pour tout le monde, ce qui fera que celui qui produira à Matam produira de la même manière que celui qui est à Vélingara, que celui qui est à Dakar. Il n'y aura aucune différence. La seule chose, fabriquée par la plateforme nationale des organisations de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. Et la question de transport de ces produits qui sont faits, comment elle va se... Mais justement, dans la PENOA, nous retrouvons tout le monde. Nous retrouvons les agriculteurs, nous retrouvons les pêcheurs, de manière générale, l'artisanat, l'agriculture, mais aussi les services. Il y aura les transporteurs, nous avons au sein de la PENOA, parmi les premiers souscripteurs, des transporteurs, des marketeurs, il y a des agences, par exemple des agences de communication, des agences pour d'autres services qui s'occupent d'emballage et autres, ce qui permet d'uniformiser, mais aussi de donner aux consommateurs un produit consommable sans danger. Ce que vous faites, ça s'apparente à des PME ou bien à des TPE, des très petites entreprises. Le Sénégal aujourd'hui est confronté à un autre problème, c'est l'agroalimentaire. On assiste de plus en plus à de grosses industries qui s'installent dans certaines terres du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas une menace pour vous? Du tout. Pourquoi? Du tout. Vous savez que les pays qui se sont développés, qu'on dit aujourd'hui émergents, ont pu se développer grâce aux petites entreprises, notamment aux entreprises familiales. Vous irez en Inde, en Chine, même au Japon, c'est dans les maisons que les gens font leur fabrication. Mais elles respectent des normes. Donc une fois que ces normes sont respectées, le produit peut être de qualité. Il suffit d'une formation, mais aussi de procédés qui font que l'homme ne touche pas au produit et que le produit est hygiénique. Mais le gros problème au Sénégal, c'est que les TPE et les PME sont négligés. Et ils ont des problèmes de survie. Souvent, quand ils ont du crédit, ça ne fait pas 2 ans, les PME ont des difficultés de fonctionnement, de remboursement des crédits. Ça dépend. Lorsque vous empruntez pour de l'investissement, il faut bien que ça soit dans la durée. Lorsque vous empruntez pour un équipement, il y a bien un délai pour l'immobilisation. Donc la banque tient compte de cela. Elle vous prête. Là, on n'est plus dans le microcrédit. C'est justement parce que les femmes ne pouvaient plus, les petites entreprises de manière générale, dirigées par des hommes comme des femmes, n'arrivaient pas à s'en sortir avec le microcrédit parce qu'il était extrêmement cher. Aujourd'hui, on va vers un partenariat avec les banques. Je dis bien un partenariat avec les banques. C'est des prêts à des conditions souples. Et ça permet donc à ces petites entreprises de grossir, de grandir. Tout se fera par étapes, parce qu'on ne peut pas dire un bébé, il naît, il grandit, il apprend à marcher et après il court. Ça sera pareil. Il ne faudra pas qu'on brûle des étapes. Il y a un processus qui a été mis en place et qu'on respectera. Est-ce que vous ne serez pas confronté à un problème de compétitivité vis-à-vis des autres PME, PMI ou organisations qui sont sous-régionales? Parce que quand on compare aujourd'hui le Sénégal avec le Ghana, les PME et les PMI ghanéennes ou TPE sont plus compétitives que les PME sénégalaises pour la bonne et simple raison que le Ghana a sa propre monnaie. Le Sénégal, c'est le franc CFA. Oui, mais c'est un avantage, puisque nous sommes dans un marché commun, déjà, avec une monnaie, l'UEMOA. Il n'y aura pas de concurrence entre membres de l'UEMOA, mais on va se renforcer. Comment? Par exemple, on peut acheter un produit qui vient du Mali, par exemple. Je prends un exemple du coton, le transformer au Sénégal.
Et ça sera toujours dans la sous-région. Mais un produit ghanéen peut être moins cher qu'un produit fait au Sénégal. Compte tenu du fait qu'au Ghana, ils ont leur propre monnaie, qui est flexible. Oui, elle est flexible. Mais nous sommes dans un système qui va probablement changer. Il y aura une monnaie. Le Ghana est un pays. Nous sommes un marché, une région, une sous-région. Nous serons donc beaucoup plus forts lorsque nous mettrons en place l'écu. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va s'appeler. En tout cas, au sein de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas un désavantage d'avoir une monnaie unique. Au contraire, les échanges se font beaucoup plus facilement d'un pays à l'autre, dans la mesure où nous avons cette intégration est une intégration douanière, c'est une intégration monétaire, et ça facilite beaucoup les échanges. Il y a la menace aujourd'hui pour les pays africains avec les APE, les accords de partenariat économique. Certains, la société civile, sont inquiets pour les produits faits ici au Sénégal et dans les pays de l'UEMOA ou de la CEDEAO, parce que les produits européens vont venir finis et moins chers. Oui, en fait, les produits européens sont moins chers parce qu'ils sont fabriqués de manière industrielle, de manière standardisée. Je vous parlais tout à l'heure des plateformes que nous allons mettre en place. Cela va permettre d'aller plus vite, de faire un meilleur produit et un produit plus hygiénique. Donc il n'y a pas de raison que les Sénégalais préfèrent un produit venant de l'extérieur plutôt qu'un produit sénégalais. Dans la mesure où ce n'est pas pour rien que nos céréales locales poussent ici, uniquement ici, en Afrique. C'est parce qu'elles nous conviennent mieux. Et de plus en plus, d'ailleurs, si vous voyez dans les couples, dans les ménages sénégalais, le dimanche, les gens mangent local, le dimanche soir. Le vendredi soir, les gens mangent du tchéré. Le week-end, les gens mangent du tchakri ou du lard ou autre. Et ça va faire à base de céréales locales. Nous allons, dans notre plateforme, faire la promotion du consommé sénégalais, de sorte que les Sénégalais vont commencer à consommer ou vont continuer à consommer des produits locaux au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Mais ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été tentées concernant le consommé sénégalais qui ont connu des échecs. Oui, parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, il y avait un problème de standardisation et un problème de conditionnement, d'emballage. Les autres produits sont plus attractifs, donc intéressent plus les autres. Mais de plus, regardez déjà sur le marché local, allez dans les supérettes, dans les supermarchés, vous verrez que certains producteurs sénégalais ont commencé à proposer des produits qui sont dans le même emballage que ceux venant de l'extérieur. Et les gens le consomment de plus en plus parce qu'il répond aux normes. Quelle est la stratégie que vous avez, vous, vis-à-vis des grandes surfaces ici au Sénégal, dans ce sens? Nous avons déjà commencé parce que parmi nous existent des producteurs et des transformateurs qui sont déjà dans le marché, disons, dans les supermarchés, dans les réseaux de distribution. Mais nous allons, nous, par exemple, proposer des kiosques de produits locaux où vous pourrez trouver à la fois vos légumes, vos céréales, votre viande, votre poisson, très frais, comme les halles que vous voyez en Europe. Nous allons le faire et le décentraliser, que ce soit accessible dans les quartiers, mais avec des normes d'hygiène. Ça demande un gros investissement, tout ça. Oui, mais... c'est combien de milliards? Pour le moment, on n'en est pas au milliard. Il faudrait d'abord qu'on étudie les projets qui vont nous être soumis, qu'on les analyse, qu'on les évalue avant de les soumettre à la banque. Mais bien avant ça, il faudrait qu'on forme nos membres. Et c'est un travail, c'est un processus. Tout ne peut pas se faire d'un coup. Et puis, il n'y a pas que le financement bancaire. Il y a d'autres financements auxquels nous pouvons avoir accès. Quels sont ces financements? Il y a un partenariat avec des investisseurs locaux qui, au lieu d'investir dans de grosses industries, ont plus intérêt à créer de l'emploi en investissant dans les petites entreprises. Justement, la question de l'emploi est cruciale ici au Sénégal pour les jeunes. Justement. Vous comptez créer combien d'emplois dans ce secteur? Nous ne pouvons pas évaluer ça en termes de temps d'emploi, mais nous pouvons l'évaluer en termes de sensibilisation, en termes de savoir-faire, en termes d'encadrement des entreprises. Ce qui permet que les gens aient conscience que personne ne se dise « Ah, je n'ai pas de diplôme ou je n'ai pas telle formation, donc je ne pourrai pas faire tel métier ou je ne pourrai pas faire telle production. » Non, il n'est pas trop tard. Moi-même qui vous parle, je suis bien communicatrice et aussi gestionnaire de projet. Pourtant, je m'intéresse à l'agriculture. Il faudrait que les gens retournent vers l'agriculture, vers la terre, pour nourrir. Et une jeune Sénégalaise, un jeune Sénégalais qui voudrait intégrer votre plateforme, pouvoir investir et se former, qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les critères qu'il doit remplir pour avoir accès? Il suffit tout simplement qu'il ait une entreprise avec personne morale. Qu'il se rende à l'APIX, par exemple. C'est là où se trouve le guichet unique.
il choisit la forme d'entreprise qu'il veut. Ça peut être l'entreprise individuelle, où il prend tous les risques tout seul. Ça peut être l'entreprise SARL, où les risques sont un peu plus limités. Ça peut être une SA ou une société en nom commun. Ça dépendra, il faudra qu'il se rapproche de juristes qui pourront lui expliquer quels sont les risques qu'il prend. Et qu'il y ait un projet, un bon projet, qu'il fasse, déjà qu'il ait l'idée, qu'il fasse monter son projet et qu'il vienne vers nous. Oui, mais la grande question au Sénégal, c'est d'avoir des bons projets. C'est souvent ça le gros problème. Les gens peuvent avoir des idées, mais souvent les projets ne sont pas bons. Est-ce qu'il y a un encadrement chez vous pour mettre en place ces bons projets? Nous avons mis en place 12 commissions, dont une commission d'encadrement des entreprises en création et des entreprises en difficulté. Nous avons par exemple d'autres commissions, telles que la commission agriculture. Il y a une commission avec des sous-commissions, avec les différents démembrements de l'agriculture, une commission agroalimentaire, et il y a une commission genre, il y a une commission environnement et énergie renouvelable. Il y a une commission modernisation et organisation, parce que malheureusement, dans les entreprises qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire ou de l'agriculture sont peu organisées, sont généralement dans le secteur informel. Notre but, c'est l'un de nos objectifs principaux, est de normaliser ces entreprises-là, de les moderniser afin qu'elles puissent avoir accès au marché tant local qu'extérieur. Oui, dans votre projet, il y a aussi l'artisanat. Oui. L'artisanat, c'est un gros problème au Sénégal. On voit pratiquement la plupart des produits artisanaux au Sénégal sont importés. Ceux qui sont faits dans le pays sont plus achetés par des touristes que par les Sénégalais eux-mêmes. Comment allez-vous faire justement pour que l'artisanat ait une portée? Vous voyez ce que je porte? C'est sénégalais. Typiquement, le tissu a été fait ici et a été fait. Pour vous? Non, pour moi, mais pour tout le monde. C'est pas évident pour tous les Sénégalais. Pour tout le monde. Il suffit que le produit soit bien fait. Une fois, comme je vous disais, notre objectif, c'est de normaliser, de moderniser les outils de production, de moderniser la façon de penser, de gérer l'entreprise, de moderniser la façon d'acheter, parce que nous allons mettre en place des centrales d'achat pour pouvoir acheter de l'emballage moins cher et un emballage qui ressemble à celui de l'extérieur. Nous avons de bons produits. À titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui, on regarde le mobilier de l'État du Sénégal, tout est pratiquement importé de la Chine. Alors que les artisans sénégalais auraient pu le faire. On a beaucoup parlé de mobilier national fait par les artisans sénégalais, mais jusqu'à présent, le projet ne se concrétise pas. Mais parce que les artisans travaillaient de manière manuelle. Or, vous savez que quand on travaille de manière manuelle, on ne peut pas répéter le même produit, exactement le même produit. Mais les plateformes qui vont être mises en place vont permettre, ce sont des plateformes modernes, ce sont des outils modernes qui peuvent être même pilotés par les technologies de l'information et de la communication, et ça permet de faire un produit standardisé. Un produit standardisé ne peut pas avoir de défauts. Donc, à ce moment-là, ils seront exactement se présenteront de la même manière, avec l'avantage que nous avons ici du bois. Nous avons ici au Sénégal ou dans la sous-région du bon bois qui pourrait faire de produits de meilleure qualité, parce que les produits importés, généralement, sont peut-être moins chers parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. C'est l'extérieur, à l'extérieur on voit, mais sinon souvent c'est du MDF, c'est du compensé. Donc, alors qu'ici nous avons du bois de qualité. Il suffit d'avoir l'outil adéquat pour le tailler de la même manière, et donc d'avoir des coûts qui baissent, puisque c'est fait à la chaîne, des coûts qui baissent, et d'être compétitif par rapport. C'est tout simplement. L'autre exemple, aujourd'hui, on voit que le village de Ngaye Mékhé, il y a des chaussures qui sont faites de façon artisanale par les jeunes. Ils font des bottes, des ceintures, mais l'armée sénégalaise, la police continue à importer des bottes et des ceintures. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous prenez vos informations. Oui. L'armée sénégalaise est habillée par des chausseurs, et chaussée par des chausseurs sénégalais, par des tailleurs sénégalais. Qui les chausse? Je ne peux pas donner de nom, mais à chaque défilé du 4 avril, j'entends les gens dire qu'ils ont été habitués. C'est donc la modernisation de Ngaye Mékhé, où c'est connu comme étant une ville où on fait beaucoup de chaussures, où tous les Sénégalais pourraient acheter là-bas des chaussures, les cartables pour les enfants, les ceintures dans la maison. Mais je pense qu'on est en voie de le faire. Il y a la maison de l'outil qui s'est installée là-bas. Le président de la République y est allé il y a quelques mois pour inaugurer la maison de l'outil. C'était pour permettre justement aux cordonniers de Ngaye Mékhé d'avoir un outil de production qui leur permet de normaliser leur production. Oui, mais il y a pas de il y a une inauguration, mais la maison de l'outil, tout le monde constate qu'il y a une inauguration qui a été faite. Mais du point de vue de la technologie qui est mise en place, c'est encore à l'état rudimentaire. Nous sommes ouverts à tout le monde. Si les cordonniers de Ngaye Mékhé trouvent notre idée alléchante, qu'ils viennent vers nous
et nous les aiderons à mettre en place ces outils de production. C'est eux qui viennent vers vous, mais c'est vous qui allez vers eux. Mais nous avons fait justement, nous avons l'intention, après cette Assemblée Générale Constitutive, de descendre dans les régions pour massifier. Nous avons reçu beaucoup de personnes venant des régions parce que nous avions informé, nous avions des points focaux sur place. Mais peut-être que le délai était peut-être court ou je ne sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne information, mais nous avons l'intention, nous, de nous rendre dans les régions pour expliquer ce que nous faisons, pour donc nous ouvrir à ceux qui seraient intéressés pour nous rejoindre. Mais comment aujourd'hui intéresser la femme de Tambacounda, de Fongolembi ou bien de Ziguinchor, qui a un savoir-faire, pour qu'elle puisse être adressée par ce qui est en train d'arriver pour moderniser son outil? Mais en fait, c'est ses revenus vont augmenter, elle sera moins fatiguée dans l'accueil, dans l'achat, elle sera moins fatiguée dans la production et dans le conditionnement. Et elle trouvera, par exemple, si je prends l'exemple de la Casamance, par exemple, les fruits. On peut acheter entre nous, on achète le produit venant de Ziguinchor, de la région de Ziguinchor, par exemple, et on vient le transformer à Dakar. Et on le consomme. Pourquoi pas une transformation? On peut le consommer à Ziguinchor aussi. Déjà. Elle existe déjà, je crois. Bon, je ne veux pas faire de pub, il y en avait. Mais le problème qu'il y avait, c'était la conservation. Il faudrait donc avoir des procédés pour pouvoir conserver sur la longue durée. Et justement, la PENOA travaille à cela, à ce qu'on puisse, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour les oignons, que ce soit pour la pomme de terre ou d'autres produits périssables, qu'on fasse de sorte de mettre en place des outils qui permettent de les sécher ou de les conserver sur une longue période. Et c'est ça qui manquait. Et justement, nous sommes là pour ça. Mais quel est le lien que va faire votre plateforme avec aujourd'hui justement les jeunes aussi qui sortent des universités, qui sont dans les nouvelles technologies de l'information, de la communication, pour qu'ils puissent aussi profiter de cela et investir? Oui, nous les invitons. Justement, pourquoi ces jeunes vont surtout vers le secteur tertiaire? Pourquoi ne viennent-ils pas vers le secteur primaire? Ils peuvent réfléchir à des logiciels qui permettraient, par exemple, de produire beaucoup plus rapidement, de produire de manière standardisée. C'est à eux de réfléchir. Nous, on a des besoins qu'on peut exprimer, mais c'est à ces jeunes-là de nous montrer leur savoir-faire par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école, qu'ils puissent l'appliquer, parce qu'en fait les nouvelles technologies c'est quelque chose pour faire des applications, qu'ils puissent l'appliquer à l'agriculture, à l'agroalimentaire et à l'artisanat. Mais quel est le plaidoyer que vous faites justement pour qu'ils puissent savoir ce que vous êtes en train de faire? Nous en avons parlé, nous profitons de votre tribune. Nous profitons de votre tribune. Nous allons bientôt diffuser notre stratégie de communication après avoir travaillé sur notre plan de développement qui est en cours. Et ça fait plus de 4 mois, comme je vous l'ai dit, que nous n'avons presque pas dormi, que nous avons travaillé pratiquement 24 heures sur 24 pour proposer quelque chose d'innovant, surtout, c'est ça le plus important, d'innovant, c'est-à-dire déjà que les gens croient en eux-mêmes, croient en leurs produits. Si les Européens achètent nos mangues, c'est parce que nos mangues sont de qualité. Si les Européens achètent, il y a certaines productrices de céréales locales qui ont plus ou moins essayé de standardiser leurs produits, qui exportent des containers tous les mois et qui sont même obligés d'acheter à d'autres consoeurs. Mais dans ça, quel est l'appui de l'État pour accompagner les femmes dans cette bataille? Il y a le FONGIP par exemple. Le FONGIP, nous aspirons à avoir un crédit bancaire, mais c'est sur la base de la garantie du FONGIP. Donc l'État a mis en place des outils. Peut-être que c'est des outils à améliorer, à perfectionner, mais chemin faisant, on verra ce qui ne va pas et on en fera part aux autorités. Mais quelle est la place du plan Sénégal émergent dans tout ça? En fait, dans le plan Sénégal émergent, on donne la priorité à l'agriculture, par exemple. On ne peut pas se développer sans développer son agriculture, sans consommer ce que nous produisons. Et je pense que ça, c'est le premier combat. Le premier combat que nous devons mener, c'est que les Sénégalais ne pensent plus, oui, je mange des céréales locales, ça veut dire que je ne suis pas aisé. Il faudrait d'abord que les gens... Mais le gros problème, c'est que pour intéresser les jeunes à l'agriculture, il faudrait qu'ils puissent y gagner leur vie. Mais l'agriculture va être modernisée. Elle va être modernisée. Les projets, ce n'est pas des petits projets auxquels nous avons pensé. C'est-à-dire que nous voulons que la toute petite entreprise aille vers la grande entreprise. Que de toutes petites entreprises, elles deviennent grandes entreprises. Mais ça, c'est aux jeunes. Les jeunes qui ont fait des formations, par exemple, en agronomie, peuvent en encadrer d'autres pour pouvoir monter des projets de grands projets. Quelle est la place des jeunes qui n'ont pas été à l'école,
qui Mais sont dans la rue. ils vont apprendre sans connaître le détail des domaines agricoles communautaires. J'ai vu à la télévision qu'il existait des domaines agricoles communautaires dans la région de Sédhiou, semble-t-il, où on parle de pisciculture, d'agriculture. Mais c'est des jeunes qui n'ont pas de formation, mais qui sont encadrés, qui reçoivent une formation et qui sont encadrés sur le terrain et qui aujourd'hui au moins se prennent en charge. On crée de l'emploi, on est autonome et on apprend un métier en même temps. Et c'est ce que nous faisons. Anne-Marie Fall, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes directeur exécutif de la plateforme nationale des organisations de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de l'artisanat. Nous parlions avec vous de la mise en place de PENOA. C'est une structure qui regroupe des jeunes et des femmes qui ont décidé de se battre pour s'en sortir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à ceux qui sont chez eux en train de suivre cette émission. Au revoir.